à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je suis Tombani Kouloufoua, la créatrice du podcast, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la Business Academy, un partenariat exceptionnel entre elles et Ayana Webzine, le premier webzine féminin ivoirien depuis maintenant 11 ans. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir le parcours de sa fondatrice, Ami Kwame, je vous invite à écouter l'épisode 22 d'Entre elles. L'objectif de la Business Academy est de vous présenter des modules dans lesquels une spécialiste partagera son expertise et vous donnera des outils concrets directement applicables à votre projet entrepreneurial dans le domaine du e-commerce. Dans ce deuxième module, la Business Academy aborde une thématique essentielle pour toute entreprise qui souhaite commercialiser ses produits en ligne. Il s'agit de la cybersécurité et de la sécurisation des données. Les PME, bien souvent par manque de ressources et de connaissances, font de la sécurité informatique une question secondaire. Pourtant, elles n'en restent pas moins un sujet d'inquiétude, car elles aussi sont victimes, au même titre que les grandes entreprises, de cyberattaques. Les PME sont d'ailleurs plus vulnérables encore, parce que leurs pratiques et leurs infrastructures de sécurité sont souvent beaucoup moins sophistiquées. Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai invité Christelle Ekra, directrice d'agence au sein d'un cabinet conseil sur les sujets IT, digital et sécurité. Si ce projet et cet épisode vous plaisent, je vous demanderai de bien vouloir en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle, comme toujours, que vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite maintenant à découvrir ce nouveau module de la Business Academy, enregistré à distance entre Londres et Paris. Bonjour Christelle, bienvenue dans Entre elles. Bonjour Tombani, merci. Je t'en prie, je suis ravie de te recevoir dans cette Business Academy. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que tu connais bien, la sécurisation des données et la cybersécurité. Oui. Alors, j'ai lu que pour la plupart des entreprises africaines, la cybersécurité n'est pas une priorité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de consacrer quelques minutes à ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, quelle est ta formation et quelles sont les fonctions que tu occupes aujourd'hui ? Très bien. Alors, donc moi, je suis Christelle Ekra, née à Abidjan, vécue à Abidjan. Je suis partie après mon bac poursuivre mes études supérieures. À la base, j'ai un diplôme, une maîtrise en administration économique et sociale. J'ai commencé à travailler pendant 3-4 ans et puis je me suis dit que je souhaitais compléter un petit peu cette formation de base. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert le monde de l'IT à travers notamment un cours sur le système d'information. Donc, ça m'avait intéressée, ce qui semblait peut-être nébuleux au départ parce que quand on parle de système d'information, on se dit c'est de l'informatique. Moi, en plus, j'étais pas forcément très calée en maths, j'aimais pas ça. Du coup, ça semblait assez antinomique, mais en fait, c'est tout ce qu'il y avait derrière qui m'intéressait, comment ça fonctionnait et puis qui ça pouvait intéresser. Donc, comme j'avais commencé dans le métier du commerce, au départ, j'étais commerciale, je me suis dit, mais attends, je pense que ça peut intéresser des gens des entreprises quand on leur vend des solutions ou du conseil. Justement sur du système d'information. Ça peut être du développement, ça peut être de l'architecture, enfin ou tout simplement du conseil sur la mise en place de schémas directeurs et autres. Et voilà, donc j'ai commencé un petit peu comme ça sur du développement, de l'infra, et puis j'ai découvert la cybersécurité à proprement parler il y a un peu plus de 5 ans, lorsque j'ai intégré un cabinet spécialisé en cybersécurité. Donc c'était challengeant parce que c'était un monde qui était inconnu jusqu'alors. Mais voilà, qui m'a permis de comprendre les tenants et les aboutissants et les différents acteurs du monde de la cyber, qui est vraiment très, 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 très large. Un marché énorme, en tout cas, et des préoccupations au quotidien pour tout le monde. Les entreprises, aussi bien les entreprises, les États que les individus, dans tous les cas. Donc aujourd'hui, je suis directrice d'agence au sein d'un cabinet conseil. Donc je gère toute l'Île-de-France sur les sujets IT, digital et sécurité. Super. Alors, les jeunes PME sont souvent réticentes à implanter des dispositifs de cybersécurité parce qu'elles s'estiment trop petites pour intéresser un hacker. On entend souvent parler de vol de données quand il s'agit d'Amazon ou de Facebook, mais très peu lorsqu'il s'agit de petites entreprises. Du coup, ça fait de ces entreprises des proies faciles et apparemment, la quasi-totalité des PME sont la cible d'une cyberattaque qui peut avoir des conséquences d'ordre financier, réputationnel pour l'entreprise. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est une cyberattaque ? Alors, une cyberattaque, en fait, c'est la définition classique, c'est
toute atteinte au système informatique qui est faite dans un but malveillant. En fait, c'est tout ce qui constitue une cyberattaque, c'est, on va dire simplement, tout acte malveillant envers un dispositif informatique, voilà, qui est réalisé principalement par Internet. Effectivement, tu parlais des PME. Les PME aujourd'hui sont davantage finalement concernées par les cyberattaques, plus que les grandes entreprises, parce qu'elles sont par définition plus vulnérables. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont des budgets colossaux pour gérer leur sécurité informatique, et chose que n'ont pas aujourd'hui ou très peu en tout cas les PME, et encore plus les ETI. Notamment dans le e-commerce, ces entreprises-là possèdent des données sensibles, donc ce sont des cibles privilégiés. Il y a beaucoup de méconnaissance aussi de la part des PME qui estiment que sécuriser son système d'information revient finalement cher, alors qu'on aura l'occasion, je pense, de développer. Il y a des systèmes que l'on peut mettre en place au fil de l'eau qui sont relativement peu coûteuses, en tout cas, par rapport aux risques que l'on court lorsqu'on que l'on ne se protège pas. Et ce terme de données sensibles, justement, on l'entend souvent. Est-ce que tu peux définir également ce terme ? Alors, une donnée sensible, c'est une donnée, de toute façon, par définition, c'est un patrimoine, on va dire. Aujourd'hui, les données sensibles, elles varient en fonction de l'émetteur de l'entreprise. Pour un hôpital, les données sensibles, ça va être les données de ses patients. Pour une société du e-commerce, ça va être le nom de ses clients, les données financières aussi, parce que les numéros de carte bleue, par exemple, lors des transactions, constituent des données sensibles, même si elles ne sont pas supposées être conservées. Enfin, il y a un délai de conservation. Toutes données, en fait, qui permettent d'identifier un individu, une institution ou une entité, qui n'a pas à se retrouver dans le domaine public, par exemple. Aujourd'hui, une donnée sensible pour nous, en tant qu'individu, ça va être notre nom, notre adresse, notre numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, voilà, toutes ces données qui nous sont personnelles et que l'on choisit à un moment ou un autre, soit de partager, mais voilà, dans des conditions particulières. Alors, avec la pandémie, de plus en plus de PME font le choix de vendre exclusivement en ligne. On voit aussi plusieurs grandes entreprises fermer leurs boutiques physiques au profit de la vente en ligne. Donc, si je suis un entrepreneur, par exemple, dans le secteur de la cosmétique, et que je vends surtout en ligne ou via WhatsApp, qui est très utilisé pour la vente à distance en Afrique notamment, quelles sont les menaces auxquelles je fais face au quotidien ? Les menaces principales, ça va être du vol de données, hein. Et puis, il faut également s'assurer en amont que les systèmes de paiement soient sécurisés, certifiés. Aujourd'hui, faire une vente par WhatsApp, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais derrière, au moment du paiement, en fait, le problème se situera au niveau du paiement de toute façon. Est-ce que le moyen de paiement ou le terminal de paiement utilisé est normé ? Je suis pas sûre. Beaucoup d'entreprises africaines, c'est en cours, hein, c'est en train de se faire petit à petit, ne répondent pas forcément aux normes PCI DSS. PCI DSS, en fait, c'est une norme qui est éditée par les porteurs de cartes Visa, Mastercard et tout. C'est pas une réglementation, c'est juste une norme qui a été mise en place par ces porteurs de cartes là pour s'assurer que les transactions financières sont sécurisées. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises du e-commerce ne respectent pas ces normes-là. En fait, sur cette norme-là, on a 144 recommandations, c'est beaucoup. Ça va du fait de ne pas mettre en clair, par exemple, les numéros de carte bleue. On parle aussi du délai de conservation des éléments financiers des clients. Enfin, tout un ensemble de règles qui doit être respecté pour pouvoir être sûr que les transactions qui vont être faites soient sécurisées. Donc, c'est une sécurité et pour l'entreprise, donc de e-commerce, mais également pour les clients derrière. Parce qu'en cas justement d'attaque, ces données-là peuvent être réutilisées par les hackers à des fins malveillantes. Alors, j'ai trouvé toute une liste de termes qui décrivent apparemment des menaces. Et je vais te les donner et te demander de les définir pour notre audience. Donc, le premier, c'est ransomware. Qu'est-ce que c'est un ransomware ?
Ransomware, en fait, c'est une demande de rançon. Faut se dire finalement, c'est un malware en fait qui est introduit dans le système d'information, qui va prendre en otage des données de l'entreprise ou de la personne, et derrière, il y a une demande de rançon qui va être faite. Comme ça a été le cas, par exemple, il me semble, en Angleterre, où un hôpital avait été hacké et on demandait une rançon pour pouvoir rendre les données des patients. Donc en général, la recommandation est de ne pas payer, mais bon, on sait très bien que les paiements se font sur le darknet parce qu'il faut pas laisser de traces au niveau de au niveau des comptabilités. Mais souvent, enfin, les entreprises n'ont pas forcément le choix. Aujourd'hui, un SI d'un hôpital qui est hacké, c'est des opérations qui ne peuvent pas se faire parce que on n'a plus toutes les informations sur les patients. Est-ce que j'ai le droit de donner tel médicament à tel patient? Est-ce qu'il n'est pas allergique? Est-ce que voilà, c'est derrière, ça a des conséquences monstrueuses. Donc c'est des prises d'otages en fait de données qui sont faites. Phishing? Du phishing, alors le phishing, on entend du fish, du poisson, c'est des techniques de hameçonnage qui vont permettre en fait aux hackers d'aller de piéger l'utilisateur qui va cliquer sur un lien où il n'a pas intérêt à cliquer, ou répondre, par exemple, vous recevez par exemple un mail de votre banque soi-disant, vous disant oui, il nous manque des informations sur tel ou tel document, est-ce que vous pouvez rentrer vos coordonnées? Normalement, les banques ont vos coordonnées. Donc, elles ne vont pas vous rappeler pour vous dire, au fait, on n'a pas vos coordonnées. Donc là, voilà. Et enfin, on n'a pas souvent ce réflexe de dire, mais je comprends pas. Donc, il y en a pas mal qui vont cliquer dessus. Ils vont rentrer encore des numéros de carte bleue, d'adresse ou tout ce qu'on veut. Et en fait, ces données-là sont récupérées par le hacker, donc phishing, donc hameçonnage, pour en faire ce qu'il veut. Bon, là, la réponse est dans le nom, mais l'usurpation d'identité? Oui, voilà, je me fais passer pour Tombani. Bonjour, je suis Tombani. Est-ce que tu pourrais me passer 3 000 $ parce que là j'ai un souci, j'arrive mardi, on s'en occupe. Voilà, avec ton adresse mail normalement comme il faut. C'est souvent des adresses miroirs ou des sites miroirs. Donc on pense qu'on a affaire à quelqu'un, mais en fait non. C'est quelqu'un d'autre qui est derrière et qui se fait passer pour l'interlocuteur que l'on croit avoir en face. De toute façon, le problème, enfin le problème majeur de la cybersécurité, c'est l'humain. Hein. Le problème se situe entre la chaise et le clavier, c'est l'humain. Donc, soit il n'est pas suffisamment sensibilisé et puis il se laisse avoir, soit effectivement il fait des erreurs qui n'ont pas lieu d'être. Mais le sujet principal reste l'humain sur la chaise, quoi. Alors, maintenant qu'on a défini la menace, quelles sont les bonnes pratiques en matière de cybersécurité pour protéger son activité et les données de ses clients? Et là, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a des outils adaptés à chaque industrie et est-ce que c'est coûteux? Il existe différents outils, effectivement, de protection. Mais avant d'arriver à l'outil, comme je l'ai dit précédemment, il faut sensibiliser. Mettre 50 000 outils dans une entreprise pour protéger son SI, ça n'a aucun intérêt si les utilisateurs ne sont pas formés et ne savent pas pourquoi il faut utiliser ces outils-là. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation qui est à faire en amont pour expliquer déjà de façon terre à terre qu'est-ce que la sécurité informatique, pourquoi est-ce qu'il faut l'intégrer dans les process, dans les façons de réfléchir, même à tous les niveaux, hein, que ce soit une entreprise vis-à-vis de ses clients, qu'une entreprise même en interne. Parce que on peut pas être crédible en disant on fait de la cybersécurité ou on protège vos données si soi-même, au sein de l'entreprise, rien n'est fait pour protéger ces données, par exemple. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, sensibiliser, et généralement, ça passe par la désignation d'un référent sécurité, hein, tout simplement, au sein de l'entreprise. Donc, il va prendre en charge, en fait, toute la gouvernance et toutes les procédures à mettre en place au niveau sécurité. De façon assez simple, c'est le référent, ça sera le référent qui va mettre en place des politiques
de sécurité, se dire bon voilà, on a une charte informatique, voilà ce qu'elle contient, voilà les points à respecter à tous les niveaux, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des fournisseurs, parce que dans un système économique, on n'est pas tout seul. Il y a certes des clients, mais il y a des partenaires, des fournisseurs et ainsi de suite. Donc la sécurité, en fait, elle se retrouve à travers tous ces interlocuteurs-là. Ça ne sert à rien d'être sécure vis-à-vis de ses clients si vis-à-vis de ses partenaires et prestataires, rien n'est fait. Ou de ses sous-traitants, par exemple. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la mondialisation, hein, on travaille pas mal avec des entreprises tierces qui vont nous accompagner sur certains projets. Ok, je dis à mon client, moi, tout est ok, le réseau il est sécurisé, il est segmenté. Sauf que mon partenaire qui est à côté, lui c'est open bar, tout sort, tout rentre, il y a aucune sécurité, c'est pas crédible. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc la sécurité, en fait, elle englobe tous les acteurs autour de différents projets ou des différentes activités. Donc, un référent technique qui va gérer un petit peu tout ça, les procédures, les politiques, et puis mettre en place des formations. Parce que il faut, j'insiste, mais c'est le point majeur, en fait, en amont. Avant de faire quoi que ce soit, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut former. Aujourd'hui, beaucoup de PME estiment que la sécurité, ça ne les concerne pas. Non, mais de toute façon, on est une petite boîte, on n'est pas concerné. Voilà, il y a les Amazon, il y a voilà, non. Tout le monde est concerné. La question, c'est pas de savoir si on va être hacké. La question, c'est de savoir quand. Parce que toute activité, en fait, intéresse un hacker. Un hacker, c'est son travail, son passe-temps, son kiff, c'est d'aller titiller le système d'information des entreprises ou des individus. Après, que ça vous porte préjudice ou pas, lui, en fait, c'est un défi technique, juste. Donc, que ce soit une petite entreprise ou un grand groupe, on va tous y passer, même au niveau individuel aussi. Donc, à nous de mettre en place des outils ou des procédures, justement, pour limiter la casse. Parce que la sécurité à 100%, de toute façon, elle n'existe pas. Il faut se dire que on met en place des procédures ou des outils qui vont limiter en fait la casse. Donc il y a, j'ai envie de te dire, il y a tout ce qui va concerner des outils au niveau du réseau, mettre en place des pare-feux. Enfin, les responsables informatiques le font très bien. Ça c'est la base, mettre en place des pare-feux, des antivirus, s'assurer que quand on parle de e-commerce par exemple, que les outils ou les terminaux sont PCI DSS compliant. Voilà, ça dépasse déjà par là. Et puis derrière aussi une réflexion à mettre en place aussi sur de l'assurance, sur qu'est-ce qui se passe après, et puis comment gérer la crise, parce que de toute façon elle va arriver. Donc il faut déjà en amont réfléchir à un plan de reprise, tout simplement. Qu'est-ce que je fais en cas d'incident ? Qui sont les interlocuteurs privilégiés? Parce que voilà, c'est aussi pour ça que des entreprises, des cabinets de conseil comme le mien par exemple, on accompagne les entreprises dans ces prises de conscience là. On va les accompagner pour se dire bon voilà, le jour où vous aurez une crise, voilà ce qu'il va falloir faire, voilà les systèmes à mettre en place, les interlocuteurs clés, parce que le jour où on est hacké, la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qui fait quoi? Est-ce que je débranche? Est-ce que j'appelle? C'est ça en fait. Donc c'est beaucoup de prévention, comme je disais, mais voilà, faut éduquer, beaucoup d'éducation, et aussi au niveau des chefs d'entreprise, hein, à éduquer, parce que comme je disais, pour enfin ça a beaucoup changé, hein. Il y a quelques années, c'était à peu près, je pense, 80% des entreprises, des PME, qui ne s'estimaient pas concernées par le sujet. Aujourd'hui, on a vu que c'était pas ça. Tout le monde avait droit à sa cyberattaque, et de plus en plus d'entreprises, de PME notamment, mettent en place des systèmes de sécurité, se font certifier aussi pour être sûr qu'elles respectent, qu'elles sont dans la démarche de sécurisation de leur système d'information. Ça passe aussi par des outils. C'est un processus qui est long, hein, parce que les acteurs de la cyber sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Donc, quand vous allez dans une entreprise, vous dites je suis responsable sécurité informatique, on dit encore, on n'a pas le temps. Nous, on veut juste développer. On est en plein dans notre production. Mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, non, on n'a pas le temps. On verra après.
Sauf que moi, j'ai déjà eu le cas de clients que j'allais voir. Ils me disent, oui, mais non, on n'a pas le temps, on verra après. Je sais, oui, 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 d'accord. Et puis, 2 mois après, on apprend dans les journaux qu'ils ont été hackés. J'ai envie de dire, oui, je vous avais prévenu, mais c'est trop tard et c'est dommage parce que, surtout pour des PME, c'est du vol de données, c'est derrière, c'est de la réputation. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie d'aller acheter dans une entreprise qui est pas sécure. Je sais pas au moment où je paye si je vais retrouver un autre achat sur mon compte dans 2 mois. Et puis voilà, elle a pas bonne presse, forcément, elle fait pas de business et puis elle perdure pas, hein. Prenons le cas, donc je te disais tout à l'heure, une PME cosmétique. Donc je suis à Abidjan, j'ai lancé ma start-up de produits cosmétiques Dans le beurre de karité. Allez. Voilà, exactement. Je fais des beurres de karité, super senteur, texture magnifique, etc. Ça s'est un peu développé. Je vends exclusivement en ligne via mon site ou via WhatsApp. Mhm. Et maintenant, j'ai peut-être, je sais pas, 5 employés entre les commerciaux, quelqu'un qui s'occupe de ma com digitale, etc. Et je suis encore dans une logique de croissance de mon business. Je n'ai pas forcément donc énormément de revenus qui me permettent de faire des investissements autres que dans le développement produit. À quel moment la cybersécurité rentre dans la logique ou dans les problématiques de mon entreprise? Je suis à ce niveau-là, j'ai 5 employés, c'est encore petit, etc. Est-ce que j'ai besoin d'investir là-dedans? Ou en tout cas, est-ce que j'ai besoin de faire un investissement même au niveau de la formation telle que tu le décris? Oui, dès le début, en fait, concrètement, il faut réfléchir sécurité dès le départ. Après, je comprends que on démarre, on n'a pas forcément des budgets colossaux à mettre en œuvre là-dessus, mais se former finalement peut ne pas revenir très cher au début, puisque maintenant avec Internet, on a des tutos un peu partout, des best practices que l'on peut retrouver sur Internet, tout simplement, et il ne reste plus qu'à les appliquer, j'ai envie de dire. Mais dès le début, il faut y penser. Et puis au fur et à mesure les intégrer dans le process. Mais de toute façon, si tu fais du commerce en ligne, tu es obligé de l'intégrer ne serait-ce qu'au moment du paiement, parce que tu payes comment, tu payes où. Donc il faut que ta solution de paiement, déjà, tu l'aies pensée safe au départ, que tu fasses ton choix quand tu vas régler ton achat, que tu te dises, bon, le client, il va régler. Moi côté fournisseur, je n'ai pas à avoir ces identifiants. Voilà, donc déjà, il y a une démarche de réflexion à ce niveau-là qui, de toute façon, enfin, pour moi, c'est indissociable. On ne peut pas se dire, je fais et puis on verra après. Il faut le faire, d'accord, mais tout au long du process, de la vie de l'entreprise, du développement de l'entreprise, l'intégrer au fur et à mesure. Ce qu'on appelle du security by design. Dans la conception, finalement, tu l'intègres au fur et à mesure et tu penses sécurité dès le début. Est-ce que sur le formulaire, par exemple, que le client va remplir, est-ce qu'il y a... qu'est-ce que j'ai le droit de lui demander aussi, hein, parce que... et combien de temps est-ce que je conserve les données? Voilà, tout ça, finalement, on l'intègre dès le début parce que il y a des délais de conservation des informations des clients. Où est-ce qu'ils payent, sur quel terminal, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que moi-même dans ma démarche de vente, le client est sûr que voilà, il est tranquille sur le site, il peut se balader, rentrer ce qu'il veut et puis il revient après, il va pas être embêté parce que il a eu au lieu d'en avoir qu'un seul achat, finalement il a eu 3 parce qu'il y a un bug sur mon site déjà, et puis même dans la conception du site même, est-ce que le site même a été développé de façon sécure aussi. Enfin, finalement, dès le début, on l'intègre. Et ça revient moins cher de le faire comme ça plutôt que par exemple, quand tu prends le développement d'une application. Avant, on développait, on faisait la recette et tout, ok, ça marche, ça fonctionne. Et puis on se rend compte à l'utilisation que mais en fait, ça marche pas. Donc on recommence. Et recommencer du début, c'est un coût.
Aujourd'hui, les choses se font différemment. Donc, on développe, on teste et on intègre la sécurité. On développe, on teste au fur et à mesure. Donc, ça se fait tout le long. Donc, ça revient moins cher que de finir, de détruire et de recommencer. C'est aussi simple que ça. Mais je pense sincèrement que la sécurité, de toute façon, intervient dès le début, que ce soit pas même au niveau technique, mais même au niveau de la réflexion de, du projet. Est-ce qu'il y a en Afrique une législation qui couvre la protection des données? Donc en Europe, on a le GDPR. On a le RGPD en, oui, en Europe, en Afrique. Les choses se mettent en place au fur et à mesure, mais on calque un petit peu sur le RGPD. Je sais qu'il y a des forums qui maintenant se font régulièrement sur la cybersécurité en Afrique notamment. Mais est-ce que déjà on n'a pas de réglementation ou de loi par État déjà avant de trouver un, un consensus au niveau africain. Donc c'est des choses qui sont encore en construction. D'accord. Et alors, si on parle de coûts, puisque c'est quand même un élément très important de la discussion, Ouais. donc tu disais par exemple qu'il y a du contenu gratuit donc sur YouTube. On parle de juste d'explication de best practice. Est-ce qu'il y a des choses, des versions par exemple de certains logiciels qui permettent de protéger son système qui serait gratuite ou moi je vais dire pour quelqu'un qui est totalement novice, j'ai toujours l'impression que la version gratuite en fait c'est la version qui fait rien du tout. Oui, à un moment donné, il faut payer pour accéder. Bah, de toute façon, la version gratuite, tout le monde y a accès, hein, même les hackers justement. Donc, à un moment donné, il faut quand même pouvoir mettre un coup. On peut de toute façon démarrer avec une version gratuite, certes, mais et puis maintenant, on a de plus en plus de jeunes Africains qui sont très très bons en informatique. Donc, c'est aussi l'occasion de les faire travailler et puis de leur faire des choses sur mesure aussi. Hein. Faut pas hésiter à les solliciter. Il n'y a pas que des outils made in France ou made in made in USA quoi. Mais voilà, donc il y a de quoi faire. Si on se dit que bon voilà c'est un outil qui coûte un peu qui coûte cher, je pense qu'on a les capacités de faire travailler nos jeunes frères sur ces sujets-là qui ne demandent que ça d'ailleurs. Mais voilà, ça faut prévoir quand même dans tous les cas une enveloppe sécurité, que ce soit au niveau des outils, que j'insiste sur de la formation derrière. D'accord. Donc tu l'as bien dit, hein, donc avant la détection qui intervient souvent trop tard, il y a la Mmh. prévention. Mmh. Donc si on devait résumer 3 mesures préventives simples que tu conseillerais aux entrepreneurs qui souhaitent lancer un projet dans le digital, dans le e-commerce, qu'est-ce que ce serait? 3 mesures simples en digital. Il faut qu'il y ait déjà un référent informatique. Hein. On peut pas se lancer dans le digital sans qu'il y ait un sachant au niveau informatique, justement, qui va être la pierre angulaire et aiguiller un petit peu tout le monde, conseiller sur les différentes actions à mener en cas d'attaque, par exemple, ou même de sécurisation tout au long du projet ou de la vie de l'entreprise. Il faut chiffrer les données parce que un salarié du service marketing n'a pas forcément besoin de savoir ce qui se passe dans le service comptabilité. Ça ne c'est pas son domaine. Donc voilà, il faut pouvoir chiffrer les données, segmenter les réseaux. C'est pareil pour que n'importe qui n'accède pas à tout. Moi, je n'ai pas accès aux données de la comptabilité. C'est pas mon problème ça en fait. Moi je vais gérer les données qui me concernent sur mon périmètre parce que on ne sait jamais aujourd'hui euh, des gens sont payés pour aller voler des données. Donc on peut pas donner l'accès à tout le monde. Donc voilà, il faut mettre en place des mesures de segmentation, d'authentification forte, qui accède, pourquoi et puis voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça et d'empêcher justement que tout le monde ait accès à tout, sans raison. Voilà, mais vraiment mettre en place dans tous les cas, tout ça c'est géré par une politique de sécurité au niveau du réseau. Hein. Donc, qui va permettre de définir des règles organisationnelles et toutes les différentes procédures, quels sont les différents protocoles. Et puis aussi, ça c'est vraiment un sujet
qui me fait rigoler à chaque fois, la politique des mots de passe. Il faut que, il faut mettre en place des vraies politiques de mots de passe. Arrêtons de mettre le nom de notre chat ou non, mais sérieusement, j'ai déjà rencontré des entreprises qui mettaient, enfin, j'arrive chez le client et je vois sur un tableau son mot de passe, le mot de passe du Wi-Fi qui est écrit sur le tableau, mais en fait, je pose la question, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Puis c'est bien écrit mot de passe Wi-Fi. Ça m'interpelle. Il me dit non, non, c'est le mot de passe Wi-Fi, c'est pour que les salariés puissent se connecter. Je dis, mais moi, je suis pas salarié. Je l'ai vu. Donc, ça veut dire que je peux me mettre dans un bureau, je rentre le mot de passe, je suis sur votre Wi-Fi et puis je fais ce que j'ai envie de faire sur votre réseau, en fait. Et il était un peu, il me dit, ah oui, j'avais pas pensé. Je dis, ben, c'est un mot de passe, c'est secret à la base. Donc, enfin, c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre, quoi. Donc, non, il y a vraiment cette. Et après, voilà, je reviens, c'est une question de sensibilisation et d'éducation. On ne peut pas mettre un mot de passe. Un mot de passe, c'est personnel. Qu'on évite de mettre le nom de sa femme ou sa date de naissance parce que c'est le premier, le premier indice que l'on va chercher. En général, les gens ils se fatiguent pas de date de naissance ou le nom de sa femme, son fils, son bébé, sa chérie. Non, faut essayer de chercher des mots de passe. La règle, c'est de mettre des mots de passe en général plus de 8 caractères avec une majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Bon, voilà. Après, il faut s'en souvenir, certes, mais il y a des outils aussi derrière qui permettent de collecter de façon sécurisée les différents mots de passe pour éviter que vous ayez à les retaper pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, quoi, tout simplement. Et c'est quoi ces outils dont tu parles? Oui, parce que mettre le mot de passe dans son dans son navigateur, c'est pas une bonne idée, hein. Parce qu'en général, quand on rentre le mot de passe sur notre navigateur, on nous dit, est-ce que vous souhaitez mémoriser? On va cliquer oui. Mais n'importe qui demain se connecte sur le PC, et j'espère que le PC est verrouillé, va arriver à aller regarder dans historique mot de passe, et puis il a tout en clair. Les identifiants, les mots de passe, il copie, et puis ça y est, hein, il a toute votre vie là. Donc, il y a des outils comme KeePass, par exemple, qui permettent de collecter les mots de passe. Il y a d'autres outils même qui génèrent automatiquement des mots de passe à chaque connexion. Sécurisé. Vous cliquez mot de passe et l'outil en fait génère automatiquement un mot de passe qui va permettre d'ouvrir votre page. Et ce sera pas le même la prochaine fois. Donc au moins vous êtes sûr à ce niveau-là. Mais il y en a pas mal. Moi celui que j'utilise principalement c'est KeePass. Ok, donc les 3 mesures, donc tu disais désigner un référent informatique, chiffrer les données et avoir une vraie politique autour des mots de passe. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup Christelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert dont tu voulais parler avant de conclure? Non, je pense qu'on a fait le tour. La cybersécurité, en tout cas, c'est un pan important hein, du monde actuel dans lequel on vit. Faut vraiment que les entreprises et les individus prennent la mesure du sujet. On vit avec tous les jours. Est-ce que ce que je dis aujourd'hui, il y a une levée de bouclier quand on a dit que les conversations WhatsApp allaient être divulguées. À chaque fois, on est en stress. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous dites de sérieux sur WhatsApp d'ailleurs? Mais donc, se dire, bon, est-ce que je peux utiliser sereinement cet outil-là sans que demain on me dise, oh là là, il y a une faille, nos conversations vont être divulguées? Non. Voilà, c'est la même façon dont on s'inquiète de savoir si nos conversations WhatsApp ou Facebook vont être divulguées. Il faudrait qu'on s'en inquiète, pareil, dans tout ce qu'on fait en ligne. Est-ce que j'achète sur un site, est-ce qu'il est sécurisé? Toujours vérifier le HTTPS au moment du paiement. Et puis même au moment de payer, vous regardez bien. Enfin, faut prendre l'habitude de scruter un petit peu plus. Et de faire attention, ne répondez pas à tous les mails que vous recevez. Oui, je m'appelle un tel, je vis au Canada, j'ai un héritage, est-ce que vous voulez Aujourd'hui, personne ne donne l'argent comme ça. Donc, et puis voilà, sensibiliser aussi nos aînés parce que nous encore, on a l'habitude, donc on est un peu plus vigilant là-dessus. Mais les personnes âgées, par exemple, ou qui sont pas très au fait de tout ce qui est sécurité Internet, qui vont être un peu naïfs sur le sujet, voilà, les aider aussi, les aiguiller. Et je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus.
surtout en Afrique aussi. Combien de fois on a reçu des petits messages de nos parents, ah mais j'ai reçu ça, est-ce que je non, tu ne cliques pas. On ne clique pas sur des sur des liens bizarres reçus dans des mails. Votre banque ne vous demandera jamais votre adresse. Ils savent où vous trouvez quand vous êtes à découvert, donc non. Voilà, c'est des réflexes comme ça qu'il faut avoir. Donc voilà, on en revient à la même chose, hein, partager, éduquer, sensibiliser et surtout les populations, j'ai envie de dire, à risque. Tout le monde est concerné, petite, moyenne ou grande entreprise. Tu peux juste expliquer pourquoi c'est important HTTPS sur les pages de paiement? Le HTTPS, en fait, c'est ce qui permet de s'assurer que la page est sécurisée et que les données sont chiffrées. Donc le S pour sécurité. Donc les données sont chiffrées et que vous pouvez payer sur cette page-là, payer ou visiter la page de façon sécurisée sans problème. Donc il y a souvent des pages miroirs que les hackers font. Donc à partir du moment où on ne voit pas le HTTPS, faut fermer. On fait rien avec cette page-là. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire même plusieurs épisodes sur ce sujet, tellement c'est vaste et en perpétuel changement. En tout cas, merci beaucoup Christelle d'avoir partagé ton expertise avec Ayana et entre elles dans ce module de la Business Academy consacré à la sécurisation des données et à la cybersécurité. Merci beaucoup et puis soyez des cyber-héros, attention. Merci à Christelle Ekra d'avoir participé à la Business Academy entre elles, Ayana Webzine. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me faire part de vos commentaires. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en anglais. À bientôt!